Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est une semaine qui a été marquée par les commémorations du premier anniversaire du début de la pandémie de COVID-19. Et c'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Althia, Joël Denis et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, 22 000 morts au Canada, seulement 7 des Canadiens qui sont vaccinés jusqu'à maintenant. Il faut le dire, c'est un bilan qui est peu reluisant. Althia, je vais commencer avec vous ce soir. Sachant ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment, c'est une grande question, là, mais qu'est-ce que le gouvernement canadien aurait pu faire de mieux? Je pense qu'au tout début, peut-être que le gouvernement ne va pas l'admettre publiquement, mais entre les coulisses, au moins les députés vont l'admettre, c'est que le gouvernement a été très lent. N'a pas reconnu le problème, a pris l'avis qu'on leur donnait de santé publique, au moins c'est ce qu'on nous dit, et puis ne croyait pas à l'ampleur de qu'est-ce qui allait se passer. Voyait plutôt ça peut-être comme l'expérience de SARS, qui a touché peu de gens, assez limité en Ontario, autour de Toronto. Ça, je pense que ça a été vraiment la plus grosse faiblesse du niveau fédéral en termes de la réponse à la crise sanitaire. Parce que je pense qu'ils ont vraiment fait tout leur mieux pour se rendre compte des faiblesses qu'il y avait au sujet de l'équipement, puis de prendre les leçons qu'ils avaient eues, malheureusement, au début, pour, en fait, vraiment penser toute l'énergie puis toutes les ressources possibles pour avoir le plus de vaccins possible. Oui, l'échéance n'a pas été idéale, mais je pense pas qu'on peut vraiment blâmer le gouvernement. Il ne savait pas qu'il allait avoir le vaccin prêt au mois de décembre au lieu au mois d'avril. En ce qui a trait à la réponse économique, je pense qu'il y a beaucoup plus de questions qui peuvent se poser. Peut-être que c'était pas assez pour les gens qui en avaient vraiment besoin et beaucoup trop pour ceux qui en avaient pas de besoin. Oui. Conrad, sur le Québec, parce que ce sont des images de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la province de Québec. On le sait, le Québec affiche le pire bilan au Canada au chapitre des morts. Qu'est-ce qui aurait pu être fait de mieux au Québec? Je ne sais pas si c'était possible de faire mieux, mais évidemment, un effort plus poussé dès le début pour isoler les CHSLD et de faire passer le message que c'était pas correct que les gens travaillaient dans plusieurs CHSLD en même temps, que le va-et-vient était permis pendant les premiers mois de la pandémie. Ça nous a coûté plusieurs centaines, sinon milliers de vies. Mm-hmm. Et c'est cette manque de je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu le faire, parce que peut-être qu'ils ont cru dès le début que c'était pas possible, mais c'était vraiment ça là où le bas blesse, et ça va demeurer là où le bas blesse dans l'histoire de cette pandémie. Ouais. Joël Denis, avec le petit recul qu'on a, on a un recul d'un an, évidemment dans l'histoire c'est pas beaucoup, mais on a quand même un peu de recul, autant du côté de Québec que du Canada, ça a été quoi? Les grandes faiblesses, mais aussi les grandes forces des gouvernements? Je dirais la réponse économique a été solide. Ça a été une réponse très forte de la part du gouvernement pour appuyer les travailleurs, les familles, les entreprises. Donc, je pense que là, le gouvernement a répondu présent pour appuyer l'économie, pour soutenir l'économie qui aurait pu s'effondrer complètement. Là, on aurait pu se retrouver aujourd'hui avec une économie qui est complètement à terre pendant plusieurs années à s'en remettre. Donc, ça a été, je pense, une réponse efficace. Là où on a vraiment manqué notre coup, je pense, c'est, et ça date de plusieurs années, ça date pas d'hier, mais ça date de plusieurs décennies même, c'est la production locale de vaccins. On n'a pas la capacité à l'heure actuelle, on est en train de le rebâtir. Je pense que c'est une des leçons qu'on a rapidement tirées de cette épidémie, de cette pandémie, c'est l'absence de capacité de produire localement des vaccins. Il faut réduire notre dépendance face à des usines qui sont situées à l'étranger pour éviter justement qu'il y ait une incertitude quant à l'approvisionnement des vaccins. Et je pense que le gouvernement est en train de corriger ça. Il y a eu la question aussi de la gestion des frontières. Je vous dirais, on s'est demandé est-ce que le gouvernement aurait dû tenter d'en faire plus pour dissuader les Canadiens d'aller à l'étranger en pleine pandémie. Est-ce qu'on s'est pris trop tardivement? Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à cet égard-là. Il y avait des questions d'ordre constitutionnel, mais je pense que le gouvernement aurait peut-être dû agir un peu plus rapidement pour éviter que les Canadiens se déplacent, même en temps de pandémie, à l'étranger, pour ramener les variants ou d'autres virus au pays.
Bon, malgré la pandémie, évidemment, les rumeurs d'élections au printemps sont de plus en plus persistantes. Le premier ministre Trudeau a accordé une entrevue dans une radio montréalaise mercredi où il affirme qu'il a besoin d'un Parlement qui fonctionne pour pouvoir continuer à gouverner. Joël Denis, je vais rester avec vous parce que vous maintenez depuis longtemps, vous, ce scénario d'élection au printemps. Est-ce que vous en êtes encore plus convaincu? Oui, parce que les propos de M. Trudeau étaient des plus limpides, à savoir qu'il prépare déjà un scénario où il va pouvoir blâmer le Parti conservateur ou les autres partis d'opposition pour un Parlement qui ne fonctionne pas. Donc, il prépare le terrain à ce scénario, à cette trame narrative, si vous voulez, qui va lui permettre de se dédouaner d'aller en élection en pleine pandémie. Il y a d'autres, en parallèle à cela, je voudrais qu'il y ait eu d'autres indices cette semaine. Le gouvernement Trudeau, le premier ministre lui-même l'a annoncé mercredi à la Chambre des communes durant la période des questions que le gouvernement allait appuyer un projet de loi du Bloc québécois qui rendrait impossible toute autre concession en matière de gestion de l'offre lors de futures négociations de libre-échange avec d'autres pays. Je ne sais pas qu'il y ait des négociations avec quelques pays que ce soit à l'heure actuelle pour un traité de libre-échange, mais c'est hautement symbolique et c'est pour rassurer, je pense, les producteurs laitiers en Ontario et au Québec qui sont en région et où les libéraux veulent maintenir des appuis. C'est pour les rassurer que c'était fini et donc on se rangeait clairement du côté de la gestion de l'offre. C'est un signe important qui s'ajoute, je pense, au puzzle voulant qu'on aurait des élections, je pense, au printemps, en plus des propos tenus par M. Trudeau lors de l'entrevue qu'il accordait à la radio montréalaise. Mais Althia, quand même, ce ne serait pas une stratégie qui est risquée de se lancer en campagne électorale en pleine pandémie? Mais moi, je suis pas convaincue qu'on va vraiment avoir des élections. Puis, c'est vrai, Joël Denis, il l'a pas mentionné, mais la plupart du temps, presque à chaque semaine, il nous rappelle que le printemps, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Oui, jusqu'au 21 juin. Puis, certainement, l'annonce qu'il va pas avoir de budget au mois de mars, et puis même, on est assez silencieux si ça va être au mois d'avril. Ça allait être certainement à la spéculation parce que tout le monde pense qu'un gros budget avec plein de choses, puis l'argument qu'on va dépenser 100 milliards de dollars peut-être, quelle meilleure excuse pour avoir une élection? Je pense que ça, c'est quand même assez fort. Mais un gouvernement qui est minoritaire peut seulement fonctionner vraiment, du point de vue du gouvernement au moins, si la menace d'une élection, elle est toujours là. Puis moi, c'est dans cet angle-là que je vois les propos de M. Trudeau, puis les propos de Pablo Rodriguez, le leader en chef du Parti libéral depuis même plusieurs semaines maintenant, qui nous rappellent que les conservateurs ne sont pas des partenaires enthousiastes à vouloir passer des mesures législatives du Parti libéral. Mais ça, je pense que c'est plutôt pour aider M. Trudeau à avoir un bilan lorsqu'il va décider vraiment de se rendre en élection, plutôt que vraiment nous indiquer qu'il va y avoir des élections ce printemps. Oui, parce que Conrad, le chef O'Toole, dit qu'il ne veut pas d'élection avant qu'une majorité de Canadiens ait été vaccinés. Mais en même temps, comme le dit Althia, on l'accuse de bloquer finalement les travaux au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie des conservateurs? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette élection anticipée, la possibilité qu'on l'ait au printemps? Mais je crois que M. Trudeau veut aller en élection parce que M. O'Toole est très faible actuellement et contesté déjà au sein de son propre parti et que même ceux qui ne le contestent pas sont pas très satisfaits de son leadership parce que il a fait son lit en début lors de la campagne à la chefferie en essayant de plaire à toutes sortes de groupes d'intérêt et que maintenant il se retrouve à être à la merci de ces mêmes groupes. Mais pour ce qui est de M. Trudeau qui dit qu'il veut un Parlement qui fonctionne, mais c'est complètement ridicule parce qu'il n'y a aucun parti autre que les libéraux qui veut aller en élection. Donc, M. Trudeau a l'appui de l'NPD pour passer tous les projets de loi qu'il veut. Il peut présenter un budget qui va être appuyé par les NPD, mais il ne veut pas présenter un budget parce qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce budget. Si c'est un vrai budget qui regarde les 5 prochaines années et les mesures qui doivent être prises pour rétablir les finances publiques. Donc, c'est sûr, c'est facile pour les conservateurs de bloquer. C'est ce qu'ils font, c'est l'opposition officielle, mais les conservateurs peuvent bloquer en sachant que l'NPD va appuyer les libéraux.
Donc, d'accuser les conservateurs de vouloir bloquer, c'est pas une vraie critique. C'est ce qu'ils font, l'opposition officielle. Ouais. Donc, je crois sincèrement que... Oui, Althia, allez-y. Je veux juste... En fait, les libéraux, en tout cas, selon moi, là, ils ont quand même un argument dans ce sens-là, parce qu'on écoute, c'est pas tout le monde qui écoute les débats de la Chambre des communes là, pendant 14 heures chaque jour, mais les conservateurs, ils étirent des rapports de comité, l'étape des rapports de comité qui devraient prendre, franchement, 3, peut-être 10 minutes maximum. On a vu des semaines, là, ils parlent pendant 3 heures de temps. Vraiment, ils monopolisent le temps de la Chambre sur des affaires. C'est vraiment des niaiseries. Ça, c'est une tactique stratégique. C'est pas qu'ils sont pas en train de supporter un budget ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une élection qui va changer ces tactiques. Oui, mais je pense que quand Trudeau est dit « moi, je suis prêt peut-être à aller en élection, puis j'ai besoin d'un gouvernement qui fonctionne, puis une Chambre des communes qui fonctionne », il est en train d'envoyer un message à l'opposition en disant « et si vous continuez à faire ces tactiques-là, puis ces stratégies-là, ben vous voulez pas aller en élection, mais peut-être que puisque les sondages sont de mon bord, ben moi, je suis prêt. » Alors, rangez-vous, puis asseyez-vous, puis parlez quand vous en avez le temps de débat, puis étirez pas ça plus qu'il faut. Alors, ça va être à suivre. Je vous arrête sur ce sujet-là parce que je veux qu'on fasse un saut du côté des États-Unis. On le sait, à 1 an de la COVID, le pays a été extrêmement éprouvé par la pandémie. 1 an plus tard, on vient de lancer une vaste campagne nationale qui regroupe tous les anciens présidents qui sont encore vivants et les First Lady également, sauf Donald Trump et son épouse Melania, pour inciter les Américains à se faire vacciner. Joël Denis, l'impact d'une telle campagne, vous pensez, aux États-Unis? Très puissante, je dirais. C'est une campagne d'unité parce qu'on voit des républicains, on voit des démocrates, George W. Bush, entre autres, mais comme vous l'avez mentionné, Donald Trump ne figure pas parmi cette publicité. Je trouve que c'est un message qui est important parce qu'il y a quand même un certain scepticisme au sein d'une partie de la population américaine au sujet de la vaccination. Et si on va atteindre l'immunité collective, il faut atteindre une immunisation d'au moins 80 %, entre 70 et 80 % de la population. Donc, c'est crucial que cette opération de vaccination fonctionne à plein régime aux États-Unis et qui a été, comme vous l'avez mentionné, très durement éprouvé par la pandémie. Donc, un geste qu'on ne voit pas souvent au Canada. C'est rare qu'on voit d'anciens premiers ministres de différentes allégeances faire de tels gestes, s'unir pour lancer un message clair à la population. Mais en tout cas, chapeau aux anciens présidents des États-Unis. En quelques secondes, Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. C'était vraiment beau. Puis moi, j'ai un petit point faible pour Jimmy Carter. Mais tu sais, je pense que la différence, c'est qu'au Canada, si on voyait Justin Trudeau puis Erin O'Toole faire une campagne comme ça, la réponse, ça serait, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trop jeunes, ils sont dans leur quarantaine. Mais peut-être, je sais pas, Brian Mulroney puis Jean Chrétien. Ça pourrait avoir un impact, Conrad. Parce que la vision de ces vaccins, c'est quand même là, c'est quand même très présent. Conrad, le mot de la fin là-dessus, ça pourrait peut-être avoir un impact si on voyait messieurs Mulroney, Chrétien. Oui. Ça serait quelque chose de réunir Jean Chrétien et Brian Mulroney ensemble. Kim Campbell, elle serait partante pour ça, mais écoutez, ça va être une belle réunion si ça existe. Althia, Joël Denis, Conrad, merci à vous trois. À bientôt. Merci. Bye-bye. Merci à vous. Merci, Esther. Au revoir. Le premier anniversaire du début de la pandémie fut aussi l'occasion de commémorer la mémoire des quelques 22 000 victimes canadiennes de la COVID, presque la moitié, on le sait, du Québec. Avec le gériatre Régent Hébert, un ex-ministre de la Santé au Québec, on revient sur l'hécatombe dans les CHSLD. Bonjour, Dr Hébert. Bonjour. Alors, je le disais, ce sont les aînés qui ont été les grandes victimes de la pandémie de COVID-19. Je vous demanderais, de façon générale d'abord, quel sentiment vous habite dans cette journée de commémoration du premier anniversaire de la pandémie? Bien, d'abord, beaucoup de tristesse et j'en profite pour offrir mes plus sincères sympathies aux familles qui ont perdu un proche lors de cette pandémie. Et j'ai aussi un sentiment de déception parce que, comme vous l'avez dit, j'ai consacré toute ma carrière à améliorer les soins et services aux aînés et cette pandémie-là nous a montré à quel point les soins et services au Québec, notamment, n'étaient pas à la hauteur avant la pandémie et n'étaient pas en mesure de répondre à cette crise extrêmement importante, d'où l'hécatombe qu'on a vécu particulièrement au Québec. Oui, parce que ça a été le grand angle mort, justement, de cette pandémie au Québec, ce qui s'est passé dans les CHSLD. 1 an plus tard, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Bien, sur les 10 000 morts qu'on a eus au Québec,
il y en a 8 000 qui sont des morts de trop. 5 000 de ces morts-là sont des morts en CHSLD, où ça a été littéralement l'hécatombe. Près de 10 des résidents CHSLD sont décédés au cours de la première vague de la pandémie, et ça s'explique par une négligence des CHSLD au cours des dernières décennies. On a vécu coup sur coup depuis l'an 2000 au Québec 2 réformes de structure qui ont intégré les CHSLD dans de grands ensembles encore plus importants depuis 2015, ce qui fait que les CHSLD ont perdu leur gouvernance propre et c'est souvent des responsables qui sont à distance qui gèrent les CHSLD, d'où un problème d'agilité à réagir à des situations d'urgence. On a aussi vécu une diminution importante du personnel dans les CHSLD, même avant la pandémie, que ce soit les médecins, les infirmières et les préposés, de sorte qu'on n'était pas capable de répondre adéquatement aux services, même avant la pandémie. Imaginez en situation de pandémie, ça a été une catastrophe. Alors, il y a un problème important de qualité des services en CHSLD. Et le deuxième site de décès, c'est les résidences pour aînés. Vous savez que le Québec comporte la moitié des résidences pour aînés au Canada. C'est vraiment un engouement important au Québec et ce milieu de vie collectif-là a écopé dans les 2 phases de la pandémie où on a observé un très grand nombre de décès. Alors cet engouement des Québécois pour les résidences pour aînés où ils souhaitent trouver des soins et de la sécurité, en fait, s'est révélé être un facteur de risque extrêmement important lors de la pandémie. Oui, à la suite de ce que vous appelez la catastrophe dans les CHSLD au Québec, mais aussi dans d'autres centres de soins de longue durée au pays. Le gouvernement Trudeau, on le sait, veut maintenant instaurer des normes nationales pour ces centres pour s'assurer qu'ils remplissent finalement leur mandat de façon adéquate. Le NPD ici à Ottawa le veut aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de normes nationales imposées dans les centres pour les personnes âgées au Canada? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je ne comprends pas que le Québec et certaines autres provinces réagissent négativement à ceci. Vous savez, dans tous les domaines de la médecine, il y a toujours des normes nationales, des consensus nationaux au niveau canadien qui sont établis et on prend les meilleures données de la science, que ce soit au niveau du Canada, de l'Amérique du Nord ou du monde entier pour être capable d'établir des standards. Bon, on devrait le faire aussi pour les soins de longue durée. Je pense que c'est absolument nécessaire, d'autant plus que c'est Agrément Canada qui s'occupe de certifier la qualité des établissements. Alors, des normes canadiennes, pour moi, je pense qu'elles sont bienvenues et on devrait y adhérer. Le Québec a le droit de fournir des services d'aussi bonne qualité que les autres provinces canadiennes en ce qui concerne les soins de longue durée. Donc, ce serait bienvenu. Sur le vieillissement de la population en général, évidemment, c'est loin d'être un phénomène nouveau, mais ce qui est plus nouveau quand même, Dr Hébert, ce qui est plus récent, je dirais, c'est le phénomène du grand âge et du très grand âge. Moi, je pense à mon père de 89 ans qui est totalement autonome dans sa résidence. Les gens vivent de plus en plus vieux. Évidemment, il y a un besoin de soins qui vient avec ça. Est-ce que ce phénomène du grand âge est suffisamment pris en considération par nos gouvernements? Je ne crois pas. Vous savez, on a encore l'illusion d'une société jeune alors que la société canadienne et particulièrement la société québécoise, vous savez que le baby-boom a été extrêmement important au Québec, de sorte que le Québec, dans à peine 10 ans, rejoindra la position du Japon actuel où plus du quart de la population a plus de 65 ans. Alors, il faut véritablement engager une réflexion sur la place, l'intégration des aînés dans la société et surtout réformer notre système de soins et services aux personnes âgées. Vous savez, on a un système de santé au Canada qui a été basé sur les hôpitaux, ce qui était une bonne réponse pour une société jeune au siècle dernier, mais qui n'est plus approprié pour une société vieillissante. Alors, il faut sortir des hôpitaux, il faut prioriser les soins à domicile et il faut changer, à mon avis, la formule de financement. Au lieu de financer des établissements, il faut financer des individus qui ont à vivre avec une perte d'autonomie et leur donner les moyens de se procurer des soins et services à domicile qui répondent à leurs besoins. Pour revenir aux morts de la pandémie, sur la suite des choses maintenant, il nous reste moins d'1 minute. Un an après le début de la pandémie, si on prend le cas du Québec, il y a 4 enquêtes qui sont en cours, coroner, vérificatrice générale, commissaire à la santé, la protection du citoyen. Est-ce que vous pensez qu'il faut une enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD?
je vois pas ce qu'une enquête publique va ajouter de plus. Et je pense qu'au contraire, il faudrait être capable de prendre les recommandations de ces 4 enquêtes-là et d'élaborer un plan d'action pour être en mesure de réformer les soins et services aux personnes âgées au Québec et de faire en sorte que plus jamais on vive une hécatombe comme celle qu'on a vécue et que les milliers de morts qu'on a eues au Québec ne soient pas des morts vains et qu'on puisse se servir de ça comme une leçon pour façonner l'avenir. Évidemment que ça se reproduise. Docteur Régent Hébert, gériatre, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour la première fois dans l'histoire des Forces armées canadiennes, une femme, la lieutenant-générale Frances Allen, est devenue la numéro 2 de la défense cette semaine. Ce changement survient à un moment où des hauts gradés de l'armée canadienne font l'objet d'enquêtes pour allégations d'inconduite sexuelle. J'ai recueilli les réactions de Michel Drapeau, colonel à la retraite des Forces armées. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Plusieurs développements vraiment à la suite de ces allégations contre le général Vance et l'amiral MacDonald. On voit ça déboule. D'abord, sur cette nouvelle du jour, l'arrivée d'une femme au poste de vice-chef d'état-major de l'armée canadienne. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est important? Ou si c'est un changement qui est simplement cosmétique? Bien, personnellement, je pense que c'est cosmétique. Là. Le problème est plus profond que ça. Le problème, au départ, je crois, qui se situe au niveau de la sélection de ceux qui vont devenir de futurs généraux, ceux à qui on va confier la direction des forces. Alors, soit-elle femme ou homme, je pense que c'est secondaire. Les deux sont capables d'effectuer ces fonctions-là et de donner le leadership requis. Je pense que pour l'instant, on essaie par tous les moyens possibles d'essayer d'abrier les difficultés qu'on a maintenant. Et je ne pense pas qu'on devrait se détourner le regard du problème qui existe en profondeur. Et puis, ce n'est pas une solution rapide, puis ce n'est pas la seule solution de dire, voilà maintenant, nous avons trouvé la perle de l'or. Alors, moi, j'ai aucun problème que le prochain chef de la défense, par exemple, soit une femme. J'espère, au fait, que ça va être le cas. Mais ceci règle une petite partie du problème. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer en profondeur la culture des Forces armées canadiennes. Colonel Drapeau, le premier ministre Trudeau a aussi été questionné sur le fait, aujourd'hui en point de presse, qu'Ottawa s'apprêterait à créer un organisme indépendant pour gérer les accusations d'inconduite sexuelle, de racisme, de discrimination dans l'armée. Est-ce que, justement, un organisme indépendant, ça viendrait réellement changer les choses pour celles et ceux qui dénoncent, vous pensez? En autant que c'est vrai que c'est authentique, et j'en doute un peu là. Ça fait 30 ans que M. le juge Letourneau avait recommandé dans son rapport, suite à l'enquête sur le déploiement du régiment reporté en Somalie, la création d'un inspecteur général qui, effectivement, assurait avoir un représentant du Parlement qui a le pouvoir d'investiguer, qui a le pouvoir de demander des comptes et qui a la tâche de faire rapport au Parlement, plus particulièrement au Comité de la défense, et sur toutes sortes de questions, dont des allégations d'assaut sexuel ou d'inconduite sexuelle, mais d'autres choses aussi pour assurer, au fait, une surveillance requise dans le sein d'une démocratie des forces armées. Et le gouvernement de l'époque, et depuis ce temps-là, ont tout simplement tourné leur regard et ont abandonné cette idée-là avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une absence totale de surveillance. Les forces armées, longtemps que moi je suis concerné, ce que je vais dire, c'est, et je vais le dire haut et fort, c'est un État à l'intérieur d'un État. Mm-hmm. Ils opèrent selon leurs règles, selon leur volonté, selon leurs procédures et leurs traditions. Et qu'en pense le Parlement ou le public canadien? Ça fait des années, au moins 2 décennies, que les médias, et principalement les médias, ont dénoncé ou fait une culture d'inconduite sexuelle dans les forces. Mme Deschamps a fait ça de 5 ans maintenant. Il n'y a jamais rien eu qui a été fait, principalement parce que les forces ont continué à se buter contre la question d'avoir un centre externe, ce que Mme Deschamps avait recommandé. Alors finalement, nous sommes rendus au bout du précipice. C'est une grande crise. Alors finalement, on décide de créer une personne, une agence indépendante. Mm-hmm. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire. Si c'est un inspecteur général qui se rapporte
non pas au ministère de la Défense, mais au Parlement. Là, à ce moment-là, je vais saluer haut et fort ce mouvement-là qui va être le départ, qui va être une amorce pour commencer à avoir un sens d'imputabilité du ministère de la Défense. Donc, il faudra voir... encore très loin. Il faudra voir de qui va répondre finalement cet organisme-là ou cette personne-là indépendante chargée de gérer ces plaintes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et maintenant, moi, je vous dis, parce que j'ai argumenté sur plusieurs tribunes au fait justement la création de cette personne-là, et ça ne vient pas de mon cru, je ne l'ai pas inventé. Ceci existe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tellement d'autres pays, en Allemagne, en Hollande, dans les pays, la Norvège et combien d'autres pays qui l'ont, pour assurer de donner à leur Parlement, dans les démocraties, une capacité d'examiner, de contrôler, d'investiguer à l'occasion certains problèmes au sein des forces armées. Plus important encore que tout ça, c'est de donner aux membres des forces armées, qui sont à l'intérieur d'un système très rigide, hautement discipliné, une possibilité, surtout les victimes d'assauts et d'inconduite sexuelle, une capacité, une sûreté d'être capable de porter plainte devant un officier qui va recevoir leur plainte, qui va garder confidentiel si elle le désire, garder confidentiel, mais qui vont faire aussi enquête et qui vont amener au fait à pointer du doigt les responsables et les changements qui doivent s'effectuer. Alors, c'est un courant à deux niveaux, là. C'est certainement pour offrir une procédure d'enquête, une procédure d'imputabilité de la part du Parlement, mais aussi donner une sûreté aux membres des forces armées qui doivent se plaindre, d'être capables d'avoir confiance que leurs plaintes vont être reçues, vont être aussi investiguées, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mme Deschamps dit que la majorité des victimes d'inconduite sexuelle dans la force ont peur de représailles et la majorité d'entre elles ne portent pas plainte à cause de ça. Et on peut se demander pourquoi ça prend autant de temps avant que ça bouge en ce sens, qu'il y ait un organisme indépendant créé, pourquoi ça prend des décennies avant que ça aboutisse. Colonel Drapeau, le temps file. Il nous reste à peine une minute. Je veux vous entendre sur le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. On apprenait évidemment la semaine dernière qu'il aurait été mis au courant d'allégations d'inconduite sexuelle contre le général Vance dès 2018. Évidemment, bon, il va être appelé à témoigner, déjà témoigné. Est-ce que le ministre Sajjan peut encore avoir la confiance de ses troupes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a toujours la légitimité pour rester en poste? En toute vérité, et peine dans l'âme que je dis absolument pas, de la façon qu'il a géré cette crise, au fait, je devrais dire la façon que la crise l'a gérée, qu'il l'a amené au fait dans un mutisme incroyable devant le comité parlementaire. Et depuis lors, j'ai vérifié, au fait, j'ai étudié ces différentes déclarations écrites et verbales et tout le reste. C'est une absence totale de leadership et je suis surpris, je suis très surpris qu'il n'a pas été relevé de ses fonctions et qu'on confie cette tâche-là très importante pour la sécurité du pays et le bien-être, le moral des membres des forces armées, soit dans la régulière, dans la réserve, qu'une personne capable, une personne habile et qui veut, au fait, faire un faisceau de lumière sur cette cause-là, soit nommé à ce poste-là. Alors, et ça urge, ceci aurait dû se passer il y a 2 ou 3 semaines, mais ça urge que quelqu'un de compétent, quelqu'un intéressé, quelqu'un capable d'exercer son leadership soit placé dans ce poste-là. Michel Drapeau, colonel à la retraite, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.